Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour, une nouvelle interview de notre série consacrée au CDP. Je suis Vincent Maucor, responsable de l'offre Digital Experience chez Smile et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marc, Gonçalves d'Adobe qui va nous parler donc de la CDP d'Adobe, Real Time CDP, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Oui, alors Marc, est-ce que tu peux nous présenter, en quelques mots, qu'est-ce qu'une CDP, en introduction? Alors la question c'est, qu'est-ce que demande le marché? Que demandent les entreprises Mmh. aujourd'hui? Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des données qui sont silotées, qui ne sont pas forcément toujours très exploitables par l'ensemble des équipes. Et c'est là en fait qu'intervient la CDP. La CDP, c'est un logiciel qui permet de collecter l'ensemble des données, quelles que soient les sources, de les centraliser, mais Mmh. surtout de les rendre accessibles à toutes les équipes. C'est-à-dire que les équipes techniques vont toujours accéder aux données, ce sera plus simple pour elles, elles pourront faire des choses beaucoup plus avancées, et les équipes métiers, plutôt que d'aller demander aux équipes techniques, vont pouvoir faire leur propre segmentation pour exploiter ces données dans leur cas d'usage métier. D'accord et finalement, est-ce qu'une CDP remplace un petit peu, un CRM? Alors, la CDP ne vient pas remplacer le CRM. Le CRM est une source de données de la CDP. Enfin, on me pose souvent aussi la question, on me dit j'ai un data lake, je ne vais Mmh. pas remplacer un data lake. Pareil, le data lake devient une source de données de la CDP. La différence, c'est encore une fois l'accessibilité et également les connexions pour l'activation. Dans un CRM, je vais activer mes données de CRM dans un cadre de CRM. Mmh. Avec une CDP, je vais aller chercher les données à la fois du CRM et des autres sources et je vais pouvoir les activer sur des cas d'usage plutôt CRM, des cas d'usage plutôt marketing automation. On peut, en fonction de ce qu'on a connecté en tant que destination de la CDP. D'accord, donc c'est un cadre plus large où où le CRM est une des sources de la CDP Tout à fait. et il y a quelques années, on parlait beaucoup de DMP qui avait certaines similitudes. Est-ce que finalement, DMP, c'est un peu l'ancien nom de la CDP? C'est encore une fois effectivement un cadre plus large. La DMP, on est souvent limité plutôt aux data third party. Dans la Mmh. CDP, on travaille beaucoup avec des data first party. Donc avec la fin des cookies tiers, Mmh. effectivement, c'est ça aussi qui pousse le mouvement CDP. Et également en termes de cas d'usage. Une DMP, généralement, est utilisée dans des cas d'usage de web marketing. Euh, Ici, une CDP peut être utilisée dans du web marketing, mais peut aussi être utilisé dans des cas d'usage beaucoup plus variés, notamment avec Adobe, ou avec cet ADN contenu, on va utiliser de la data dans des cas d'usage contenu également. D'accord, donc il y a ouais, une évolution de la réglementation aussi qui rend un petit peu les DMP classiques utiliser des cookies sorte partie un peu obsolètes donc ce qui permet peut-être au CDP d'émerger un peu plus. Et finalement par rapport à d'autres outils tels qu'un CRM, pourquoi réaliser les segments de clients et de visiteurs dans, une CDP? Effectivement, Vincent, on revient sur la notion d'accessibilité. Ce que je décrivais tout à l'heure, je l'ai vu dans plusieurs entreprises où des équipes métiers ont besoin de segments. Et dans le Mmh. meilleur des cas, elles le demandent aux équipes data et elles les ont dans 24 heures. Dans le pire des cas, ça peut prendre un mois ou deux. Une CDP, ça ne fonctionne pas avec du SQL. C'est une interface qui permet aux équipes métiers de travailler directement leur segmentation dans la CDP pour Ouais. pouvoir l'activer dans les différents outils qu'on a connectés à la CDP. Et la CDP vient aussi faciliter le travail de gouvernance, le travail de flux de données pour les équipes techniques. Ça leur libère du temps. Et aujourd'hui, on entre de plein pied dans l'ère de l'IA. L'IA, à la base, c'est de la data. Et ces équipes ont beaucoup de travail sur des cas d'usage beaucoup plus intéressants que de faire de la segmentation pour les équipes métiers. D'accord et après donc une fois que ces segments de population, clientes ou visiteurs sont réalisés, quels sont les grands cas d'usage pour, exploiter ces segments? Ça, c'est, justement, on va dire, le gros avantage, de la CDP, Adobe, c'est l'exploitation au sein de l'écosystème
Adobe. Tu peux, par exemple, faire du marketing automation B2B dans Marketo. Tu peux utiliser ces segments pour personnaliser ton site web directement avec du Adobe Target. Tu peux également analyser ces données avec différents outils d'analytics. Il y a des cas d'usage très variés, mais on ne va pas se limiter uniquement à la plateforme Adobe. On va aussi ouvrir par API pour connecter à des outils tiers. D'accord. Donc si je résume, il y a une utilisation de ces segments pour de l'analyse, mieux comprendre son marché, ses visiteurs, et aussi pour activer un certain nombre d'actions marketing. Beaucoup de personnalisation également. D'accord. Et pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc on a cité quelques produits, qu'est-ce que propose Adobe en termes de CDP? On propose, comme je disais, une plateforme. Au-delà de la CDP, Real-Time CDP chez Adobe, cette CDP est intégrée à une plateforme qui s'appelle Adobe Experience Platform, qui va permettre d'interagir avec les clients pour créer des expériences. Les expériences clients, c'est un tout. On part d'une base data pour comprendre son client et derrière aller personnaliser son expérience à travers les différentes interactions qu'on peut avoir avec son client. Et aujourd'hui, on travaille sur des choses qui sont dans l'ADN d'Adobe sur la partie contenu. On va travailler sur des idées de comment est-ce que je vais personnaliser mon contenu. Quand je parle de personnaliser le contenu, on imagine du coup Ouais. des millions de contenus. Donc comment est-ce que je gère ce contenu de manière industrielle. Et on a des choses qui ne sont pas encore sorties, mais sur lesquelles on travaille, par exemple avec de l'IA générative, pour aller personnaliser un contenu en fonction de comment est-ce qu'il va être plus efficace. Je te prends un exemple. Je suis un client et je rentre dans un segment où je préfère avoir du contenu où je vois le produit en situation avec des humains. On D'accord. va pouvoir générer ça. Je suis un client qui préfère plutôt voir des produits sans humain, mais uniquement le produit. On va s'adapter et générer ça sur le site web, dans des emails, sur de la publicité. Et ce Real-Time CDP, quelle est son origine? Est-ce que c'est un développement réalisé par Adobe? Est-ce que c'est issu d'un rachat? Comme tu le sais, Adobe a beaucoup grandi au cours des 10 dernières années par des acquisitions successives. Ces acquisitions ont ramené des solutions, Ouais. mais aussi et surtout des équipes et une connaissance. C'est pourquoi Adobe Experience Platform est une solution qui n'a pas été acquise, mais qui a été développée en interne chez Adobe. D'accord. Et donc la partie CDP est une des composantes de cette Exactement, est une cette des plateforme. composantes de cette plateforme, ce qui permet d'avoir une intégration native avec les différents composants de cette plateforme et de déployer des cas d'usage temps réel. Et cette CDP d'Adobe, comment est-ce qu'elle s'utilise? Est-ce qu'on peut l'installer on-premise ou est-ce que c'est uniquement du SaaS? C'est uniquement du SaaS, aujourd'hui sur Azure et demain sur AWS qui est justement en train de déployer la CDP Adobe pour leur usage propre. Ce qui est quand même fort d'avoir une référence de la data qui utilise notre solution pour gérer leur data. D'accord. Et j'imagine qu'ils n'avaient pas envie de l'héberger sur Azure. Tout à fait. Voilà. Ça me paraît très clair. Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques précisions sur l'architecture technique, aussi bien en termes d'interface que de ce qu'il y a vraiment derrière? Effectivement, la CDP a été pensée d'abord API first, pour pouvoir se connecter le plus facilement possible au sein d'un écosystème IT existant. On a également développé un modèle de données public pour faciliter les cas d'usage de nos clients. Et toujours dans l'optique de faciliter, tu vas retrouver de l'IA directement dans la CDP qui va permettre de proposer des segmentations. Parce que tu peux avoir des fois des telles quantités de données que malgré le talent des équipes qui exploitent la CDP, certains patterns ne sont pas forcément repérés. Et cette IA peut permettre d'itérer, de tester des choses et on a de bons résultats là-dessus. D'accord. Et au sein du marché des CDP, Adobe Real-Time CDP se place comment? Quels sont ses atouts principaux? Est-ce qu'il y a des distinctions particulières par rapport à d'autres outils? Ça tient en un mot, c'est la plateforme. La plupart des CDP ont besoin de se connecter
forcément à des outils tiers par API pour exploiter les données. La CDP Adobe, on bénéficie de la plateforme Adobe et on a donc cette possibilité d'exploiter les données directement au sein de la plateforme pour des parcours clients avec des solutions comme Adobe Journey Optimizer, des solutions plutôt contenues avec Notre-Dame par exemple, et également sur des solutions d'analytics avec Customer Journey Analytics. D'accord, donc le côté complétude de la vision, c'est un petit peu l'atout distinctif d'Adobe sur le sujet, si je comprends bien. Et donc là, plus concrètement, en termes de sources de données et de possibilités d'activation, à quoi est-ce qu'on peut connecter cette CDP en termes de sources de données, donc, et aussi à quoi quels sont les autres éléments plutôt qui peuvent se connecter à la CDP pour l'exploiter et déclencher de l'activation. En entrée et en sortie, il y a déjà une centaine de connecteurs qui sont déjà développés pour se connecter à des solutions tierces. Ensuite, dès qu'une solution est ouverte par API, on peut faire des connexions custom. En termes de connexions déjà sur étagère, on peut citer Amazon S3 en entrée, Salesforce par exemple. En sortie, on peut citer également du HubSpot, n'importe quelle solution qui fait partie de ce catalogue qui est accessible en ligne. Ok. D'accord. Et donc, par exemple, si on se connecte à HubSpot, on va dire en sortie, en fait, c'est HubSpot qui va aller interroger les segments pour lancer une campagne ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Un exemple, souvent les premiers cas d'usage vont souvent être en utilisant ces segments qui ont plus de sources de données, qui vont être plus riches, de pouvoir les utiliser directement sur du Google Ads, par exemple, ou D'accord. sur de la publicité sur des réseaux sociaux, sur des choses très ciblées où on va observer des bons retours sur investissement. D'accord. Et donc, Marc, dans un projet CDP, comment est-ce que c'est organisé? Comment ça se passe, cette relation entre notre client, Adobe, et puis Smile, qui joue le rôle d'intégrateur? Alors ça dépend de chaque projet. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a déjà une première étape cruciale, c'est de définir les cas d'usage. Avant de se dire j'ai besoin d'une CDP, il faut se dire pourquoi j'en ai besoin. Ouais. Qu'est-ce que je veux faire avec cette CDP, mais plutôt qu'est-ce que je veux faire avec des données sur mes clients centralisées pour avoir cette vision, à quoi ça va me servir. Et en fonction de ça, on va pouvoir décliner les deux principales choses sur une CDP, qu'est-ce qu'on met en source, qu'est-ce qu'on met en destination. Donc on a déjà là un projet, des cas d'usage, des sources, des destinations, qui vont permettre de lancer la mise en production d'une CDP et de décliner ces cas d'usage en fonction des sources, en fonction des destinations, en fonction de la segmentation. D'accord. Il y a aussi toute une partie quand même à avoir conscience d'une certaine gestion du changement au sein de l'organisation des équipes. Et là-dessus, je pense que c'est dans les tâches justement où un intégrateur, un partenaire est particulièrement recommandable. D'accord. Et justement, en général, là, toutes ces questions d'analyse, chez Adobe, vous avez des équipes qui accompagnent les clients dessus. Nous, chez Smile, on a aussi des équipes de consultants. Comment se répartissent un petit peu l'accompagnement du client final entre Adobe et Smile? Est-ce qu'en général, vous intervenez beaucoup, pas beaucoup? Tu vas me dire, ça dépend, j'imagine. Mais... Encore une fois, Voilà. oui, on a des équipes professional services chez Adobe. Encore une fois, on se réunit en fait autour de la table avec le partenaire, le client, les équipes professional services, et on voit en fonction du projet, en fonction des cas d'usage, en fonction de l'existant, à quoi va ressembler le projet et comment on se répartit les différentes tâches. C'est aussi pour ça que on propose pas seulement des logiciels, mais des humains derrière pour travailler sur la mise en place de ce type de projet. Et dans le même ordre d'idée, sur la mise en place d'une CDP, ce sont des projets qui prennent combien de temps? On va dire, mettons, à partir du moment où la partie un peu contenu est déjà en place, la partie vraiment real-time CDP pour aller jusqu'à l'activation, combien de temps est-ce que ça prend? Tu m'en veux si je dis encore ça dépend? Non, 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 vas-y. Alors c'est en fonction, on va dire, de la complexité des cas d'usage à mettre en place, donc le nombre de sources, le nombre de destinations,
et de l'existant, du type d'architecture, du type d'organisation de l'entreprise et de la taille également de cette entreprise et de sa base de clients. On va dire que sur des petits projets, on peut être entre 3 et 6 mois et sur des plus gros projets, on va être entre 6 mois et 1 an. D'accord. Donc on a quand même un minimum de 3 mois, ce qui est voilà, déjà une petite durée et ça peut prendre plus de temps. Et en général, je sais que c'est sans doute assez variable, mais quel est le retour sur investissement constaté en termes soit de gain de profit, de gain de temps pour la réalisation de campagne? C'est en fonction des cas d'usage, en fait. Le retour sur investissement, si je te demande quel est le retour sur investissement, d'avoir une connaissance fine de tous tes clients one to one, heu, pour, l'exploiter dans n'importe quelle destination de ton écosystème technique, ça va être en fonction du cas d'usage que tu vas déployer. Les 2 principaux, retours sur investissement qu'on constate, c'est des retours sur investissement, on va dire, internes à l'entreprise, sur l'accélération, à quelle vitesse ils peuvent déployer de la segmentation, à quelle vitesse ils peuvent déployer de la personnalisation. En général, on va avoir des chiffres comme 10 fois plus vite chez Home Depot pour déployer des expériences personnalisées. Et la deuxième partie, c'est vraiment chez les clients. Mmh. Le fait d'avoir des offres personnalisées, un peu comme ce qu'on fait avec Coca-Cola qui envoie des emailings personnalisés par rapport à l'équipe favorite de la personne qui reçoit l'email, au match en cours, etc. Ils sont plus de 350 types d'emailing différents. Ben, ces emailings, ils ont un taux d'ouverture de 40% qui est à comparer au taux usuel de 3% sur des emailing marketing similaires. D'accord, oui, parce que c'est beaucoup mieux ciblé, donc les gens ont envie de voir ce qu'il y a C'est derrière. plus intéressant. Et peut-être, une dernière question un peu plus précise sur le format de coût de la solution en termes de coûts récurrents. Sur quelle métrique est-ce que Adobe se base pour sizer le prix annuel de sa solution? Il faut regarder en fonction du nombre de profils qui vont être traqués Mmh. au sein de la CDP. Ça fait partie justement de mon travail de voir le retour sur investissement, de rencontrer les clients, d'échanger autour de leurs métriques, leurs cas d'usage et d'orienter un petit peu tout ça ensemble. D'accord. Donc éventuellement même une façon de commencer, en douceur pour valider le concept, ça peut être de se concentrer sur, un un segment particulier de clients et de pas, importer directement, tous les visiteurs du site, Le segment effectivement de clients dépend du cas d'usage. OK. Donc c'est encore une fois, on revient à l'idée, d'abord les cas d'usage. Ben, merci beaucoup Marc. Pour conclure, est-ce que tu aurais un cas, client un peu emblématique, à nous présenter? Moi, je pense que le cas le plus emblématique, mais sans rentrer dans le détail, je vous invite à regarder, des vidéos en ligne où le CEO de Nike, en parle peut-être mieux que moi. Nike utilise la CDP, pour, justement exploiter ces segments, de clients, à travers, on va dire 3 familles de cas d'usage. Mmh. Les plus connus, tout ce qui est, engagement client personnalisé, D'accord. la partie analytics, de vraiment comprendre les clients. Et quand on cumule ces deux-là, on arrive sur un troisième cas d'usage qui va jusqu'au développement des produits. Avoir des développements de produits data-driven, on n'y pense pas toujours, mais ça fait partie des cas d'usage que peut offrir une CDP de par la richesse des Mmh. sources de données et des destinations. On peut influencer son produit D'accord. avec les données de ses clients. Et donc oui, donc on voit en fonction des comportements, des intérêts, comment concevoir, voilà, les nouvelles chaussures ou voilà, ou le nouveau Une matériel nouvelle Nike, app, oui, parce que voilà. tout à fait. Très bien, très bien. Bah, merci beaucoup, Marc pour, toutes ces réponses, précieuses. Et ben, quant à moi, je vous remercie aussi de votre attention à tous. N'hésitez pas à voir les autres vidéos de la série, où on a d'autres interviews, autour des CDP et donc, à très bientôt.